sans plus tarder, je demande aux intervenants de cette plénière d'introduction de me rejoindre à la tribune. Donc, j'ai nommé Pierre Vels, Martin Hirsch, Monsieur Delaveau, et puis, alors non pas Alain Davezy, malheureusement, et Jean-Yves Michaud, Chapuis, pardon. Voilà, si vous pouviez me rejoindre. Je tenais à dire en préambule que je suis très ému d'être ici et merci donc à Alain Garès de m'avoir confié l'animation de cette plénière, comme d'ailleurs de la plénière de conclusion, parce que je suis journaliste. Voilà, installez-vous sans faire trop de bruit, messieurs. Allez, hop, sans plus tarder. Allez, sans protocole aucun. Martin Hirsch, voilà, sur ma droite. Je suis ému, messieurs, d'être ici et d'animer cette table ronde avec vous parce que je suis journaliste et j'ai eu la chance de connaître François Hacher, l'un des cofondateurs du Club Ville Aménagement. Et souvent, il m'en parlait comme d'un dispositif où les aménageurs se rencontraient, échangeaient, mutualisaient leur expérience, mais dispositif dans lequel ils prenaient aussi le risque d'interpeller des acteurs de la société, des non-aménageurs, et puis aussi d'interpeller eux-mêmes des économistes, des chercheurs, etc., pour débattre des enjeux de l'aménagement. Alors, je trouve que cette table ronde, pour partie seulement, mais pour partie quand même, reflète bien cet esprit-là, dans la mesure où elle réunit des aménageurs au sens large du terme et aussi des non-aménageurs qui sont donc interpellés, invités à faire part de leur analyse de la situation du contexte urbain actuellement. On a même un être hybride, il se reconnaîtra peut-être tout à l'heure, n'est-ce pas Pierre? On a même un non-aménageur, fils d'aménageur. Vous voyez, donc ça deviendra très intéressant, on va pouvoir croiser les regards. J'ai dit pour partie parce que l'autre moitié de l'humanité n'est guère représentée, hein, n'est-ce pas, Lise, à cette table ronde. Mais, il y a une deuxième plénière, la plénière de conclusion, qui permettra de rétablir un peu l'équilibre, mais surtout de le dépasser en termes qualitatifs. Voilà. Alors, malheureusement, Laurent Davezy n'a pas pu rester avec nous. C'est bien dommage, parce que pour le journaliste que je suis, c'est sans doute, n'est-ce pas, je pense que vous n'allez pas me démentir, l'économiste qui sait le mieux faire parler les chiffres. C'est assez sidérant, ça devient clair. Et Dieu sait qu'il est parvenu à le faire pour nous donner à voir combien des territoires qui ne sont pas productifs, qui sont apparemment handicapés en termes de ressources, de systèmes de production, sont parvenus néanmoins à se développer en France grâce au système de redistribution. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite vraiment à lire La crise qui vient, qui n'est pas forcément un bon titre. Et d'ailleurs, ça a un peu orienté le regard des médias sur ce livre, qui l'ont présenté comme un livre, une lecture très pessimiste de la situation. Ce n'est pas tout à fait exact. Il montre que des territoires sont en mesure de tirer encore leur épingle du jeu dans le contexte de crise actuelle, financière, etc. Malheureusement, il n'est pas là, mais je pense que je vais pouvoir solliciter l'être hybride présent à cette table ronde pour nous donner à comprendre un peu sa théorie. Eh bien, l'être hybride, c'est donc Pierre Vels. Pierre Vels, que je solliciterai à différents titres, au titre de président, directeur général de l'établissement public Paris-Saclay. À ce titre, il porte un projet ambitieux dans le sud-ouest de Paris, sur le plateau de Saclay, pour en faire un cluster technologique en aménageant ce territoire en conséquence, de façon à y accueillir dans de bonnes conditions des chercheurs, des étudiants. Vous nous le direz plus en détail. Mais auparavant, c'est un autre titre que je souhaiterais vous solliciter pour que vous nous aidiez à planter un peu le décor, à nous dire dans quel contexte les aménageurs sont appelés à travailler, à intervenir, et ce, à la lumière de votre dernier livre, Paris, France, Monde, repenser l'économie par le territoire, où Pierre Vels, aux éditions de l'Aube, il vient de paraître, où Pierre Vels vous montrait qu'on ne peut plus raisonner en termes d'opposition entre Paris d'un côté et les autres métropoles régionales. C'est ensemble que ces entités parviendront
n'est-ce pas, messieurs? Mais ils ne m'écoutent pas, ils m'écoutent pas. C'est ensemble que ces collectivités parviendront à répondre aux défis de la mondialisation. Alors peut-être ça mérite quelques explications, précisions, Pierre Vels? Bien, bonjour à toutes et à tous d'abord. Hein. Puis moi, je m'associe aussi parce que j'ai très bien connu François Hacher, qui était un ami proche, et j'ai évidemment toujours un petit pincement quand on a ce genre de manifestation, et je sais le rôle qu'il a joué dans cette affaire, et je pense que sa pensée reste très vivante parmi nous. Voilà. Bon, je ne vais peut-être pas raconter maintenant les thèses de mon livre. Moi, je pense que si Laurent Davier avait été là, il aurait quand même expliqué qu'on est dans une situation difficile, parce que c'est vrai qu'il y a une superposition, au fond, aujourd'hui, d'un contexte macroéconomique extrêmement difficile, qui est lié en grande partie au contexte politique qu'on connaît en Europe, et cette espèce de situation invraisemblable dans laquelle on se trouve aujourd'hui, d'avoir des économies avec des fondamentaux excellents et qui néanmoins vont mal parce qu'on n'est pas capable de s'organiser au plan politique comme il faudrait. Ça, évidemment, ça n'arrange pas les choses, mais en même temps, il y a aussi peut-être une fin de cycle, quelque part, d'un modèle industriel qu'on a connu, qui a eu son apogée dans les 30 Glorieuses. M. Delaveau nous a rappelé tout à l'heure l'automobile à Rennes, la téléphonie, etc. Je crois que c'est la superposition, au fond, de ce contexte macroéconomique dépressif, pour des raisons, encore une fois, qui, à mon avis, ne sont pas du tout fondamentales, et de ces cycles industriels qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de territoires souffrent durement, mais avec, en même temps, Laurent le montre bien dans son livre, une focalisation très forte sur l'industrie manufacturière. Et en contrepartie, les métropoles tirent relativement bien leur épingle du jeu, et même ce qui est très frappant, c'est de voir que la métropole parisienne, par exemple, qui avait souffert durement dans la crise de 93-95, on s'en souvient peut-être pas, parce qu'au fond, plus exposée à la concurrence internationale, avait souffert plus que les autres territoires. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire. Donc on a quelque part l'impression qu'on rentre vraiment dans l'âge des économies métropolitaines, ce qui pose la question, mais on y reviendra peut-être dans une deuxième séquence, si j'ai bien compris, donc je ne vais pas développer ce point maintenant, est-ce que ces économies métropolitaines ont un effet d'entraînement ou pas sur le reste? Est-ce qu'il faut opposer la France des métropoles et le reste de la France, Paris aux autres métropoles et les métropoles au reste de la France? Je pense que ce sera un des sujets clés de la discussion parlementaire quand on va parler de l'acte 3 de la décentralisation. Hein, le mot métropole est en exergue, je crois qu'on s'en réjouit tous, mais ces questions vont continuer à se poser. Voilà. Donc, mais bon, ça j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Moi, ce que je voudrais, puisque vous m'interrogez sur le contexte général, moi, peut-être, quitte à vous paraître un peu trop optimiste, je pense qu'il faut voir sous la crise la mutation. Et on est trop obsédé par la crise et on ne voit pas assez la mutation. Je suis frappé de voir, par exemple, qu'aux États-Unis aujourd'hui, après une période un peu dépressive aussi sur les thématiques de la désindustrialisation, de l'offshoring, du rôle de la Chine, de la destruction du tissu industriel américain, le vent est à l'optimisme. On a rapport sur rapport qui sont produits soit par des instances gouvernementales, soit par des cabinets de consultants, soit par des universitaires, qui vous disent que l'Amérique va se réindustrialiser, que d'ailleurs ça a commencé, que l'idée que la Chine serait définitivement l'atelier du monde qui allait manger notre substance industrielle est une idée fausse, etc. Et qu'il y a un véritable vent d'optimisme. C'est très frappant parce qu'on ne l'a pas chez nous. D'ailleurs, il y a une certaine reprise aux États-Unis. Alors, moi, je pense vraiment qu'on est à l'origine d'une vague d'innovation et aussi de transformation sociale vraiment considérable. C'est un peu une banalité de dire ça, mais j'allais dire qu'en tant qu'ingénieur, j'ai longtemps résisté à l'idée que la technologie était importante, hein, parce que je pense que ne faut pas surestimer le rôle de la technologie et que dans les décennies passées, on a peut-être surestimé. Aujourd'hui, je pense que véritablement, le numérique,
va profondément et est en train de bouleverser énormément de choses. Alors pas seulement dans les secteurs, on a tendance à cloisonner, à dire il y a les secteurs du numérique, l'Internet, etc., l'économie Internet et le reste. Ce n'est pas ça le sujet. L'économie Internet, les Google, les Facebook, etc., c'est très peu d'emplois. Et en plus, c'est des gens qui ne payent pas d'impôts, nulle part, ou à peu près, parce qu'ils arrivent à se faufiler. Et donc, ce n'est pas ça qui va revitaliser. Mais c'est des effets indirects, c'est des effets en retour, c'est des effets de transformation des secteurs traditionnels, pratiquement de la totalité des secteurs, et en particulier des secteurs qui ont lié avec ce qu'on pourrait appeler, un terme un peu pompeux, mais je n'en ai pas trouvé d'autre, de l'économie anthropocentrée. C'est-à-dire tous ces secteurs qui sont en fait des réservoirs de croissance extrêmement forts, qui sont l'éducation, qui a beaucoup changé, et qui va être un facteur de croissance très important, la santé, les services de manière générale, la mobilité, en un mot, les villes. N'oublions pas que la croissance des 30 Glorieuses a été très très tirée par l'urbanisation des modes de vie. C'est les biens électroménagers, l'automobile, le bâtiment. Au fond, c'est la transformation de nos villes, c'est le fait que nos modes de vie sont urbanisés qui a été le moteur principal de croissance des 30 Glorieuses. Je crois qu'aujourd'hui, on rentre dans un cycle du même genre et que la transformation, la réinvention des villes et des territoires de manière générale, parce qu'il ne faut plus faire de distinction entre les villes et les territoires, que ce soit les métropoles, les territoires périurbains, etc., est un potentiel de croissance tout à fait important. Et ce qui vous fait dire que le contexte actuel, l'heure est désormais à une stratégie de distinction pour les territoires. Qu'est-ce que ça recouvre précisément? Oui, alors ça, c'est un peu... je pense que il y a cette question de l'attractivité, mais je pense que la question est... Moi, si vous permettez, je voudrais peut-être aller un peu plus loin dans ce que j'avais commencé à dire. J'ai aussi des questions accessoirement. Oui, je fais comme à la télé. Vous voyez, je ne réponds pas tout à fait aux questions du journaliste. Non, mais j'y reviendrai à ça, voilà, Sylvain, si vous permettez. Je pense qu'un point important aussi, c'est que les formes organisationnelles, la façon dont la société va se saisir de toutes ces innovations va profondément aussi changer. Quelqu'un a dit, je ne sais plus qui d'ailleurs, ça a été souvent répété, que ce qui avait été extraordinaire dans la société industrielle telle qu'on l'a connue jusqu'ici, c'est qu'on avait fait des choses extraordinaires avec des gens ordinaires. On a pris aux États-Unis des immigrants qui arrivaient, qui savaient à peine lire et écrire. On a bâti une société industrielle avec des objets extraordinairement complexes, etc. Et ça c'est passé par quoi? C'est passé par toujours la médiation de l'organisation et de la grande organisation. Et une idée à laquelle on est encore très attaché, c'est que pour faire des grandes choses, il faut passer par les grandes organisations. Et il y a le modèle de réussite, ça reste quand même, il faut emmener les gamins des banlieues à Sciences Po parce que les diplômes prestigieux pour ensuite rentrer dans des grandes organisations. Je pense que ça, c'est en train de changer très profondément. C'est-à-dire que les diplômes vont rester quelque chose d'important, mais dans un segment de la société, mais qu'on voit aujourd'hui la capacité, et là aussi le numérique joue un rôle important, de faire des parcours de réussite totalement différents et de faire des grandes choses à partir de groupes et de petits groupes, avec la montée de formes communautaires, certains disent économie de la réciprocité, économie de la contribution, et que tout ce qui relève de qu'on avait appelé l'économie sociale et solidaire peut devenir un rôle, pas un élément marginal, mais un élément cœur du monde économique. Voilà. Et ça aussi, c'est assez encourageant. Mais comment ça se traduit pour les territoires? Parce que, quitte à nous faire un peu glisser vers le projet de cluster, mais j'imagine que ça ne se résume pas forcément à ce type de projets urbains. Je pense que on a parlé tout à l'heure de la question des modèles, en disant qu'il n'y avait pas de modèle, mais je pense que c'est de plus en plus vrai. C'est-à-dire que c'est la méthode, au fond, qui est importante et que chaque territoire va inventer ces modèles. Si on prend les questions énergétiques, par exemple, c'est très frappant de voir comment de nouveaux acteurs, aujourd'hui, rentrent dans le jeu de l'aménagement. Vous le savez tous, les IBM, Google, Cisco, etc., deviennent des acteurs majeurs. Les acteurs de l'énergie, évidemment, EDF, Suez et bien d'autres, Siemens et bien d'autres, les acteurs du transport. Et donc, on voit bien, et ça veut dire que aussi les solutions qui vont être inventées
par exemple sur les questions de sobriété énergétique, vont être des solutions extrêmement différenciées sur le plan local. Bon, à Saclay, on a un projet tout à fait passionnant qui est d'utiliser de la géothermie en couche semi-profonde pour faire un réseau basse température qui va être en même temps un réseau d'échange de chaleur et couplé avec un smart grid électrique. Bon, on le fait comme ça parce qu'on a la chance d'avoir une ressource géothermique. Ailleurs, on va inventer autre chose. Donc il va y avoir une extraordinaire, et c'est vrai aussi pour le système industriel, c'est vrai pour le système urbain comme pour le système industriel, on va avoir une extraordinaire diversité. Et cette diversité, alors je reboucle un peu, va faire partie aussi de la distinction des différents territoires. Voilà. Il ne s'agit pas simplement d'être meilleur que les autres en faisant tous la même chose, il s'agit d'inventer des trajectoires différenciées, et ces trajectoires différentielles pourront à la fois s'appliquer localement, mais aussi d'une certaine façon s'exporter, parce qu'on va trouver des situations et dans des différentes. logiques, dites-vous, de coopétition voilà. entre les territoires. Voilà. On reviendra donc sur Saclay, parce qu'il sera intéressant de voir si l'optimisme que vous manifestez subsiste lorsque vous endossez la casquette d'aménageur. Est-ce que c'est aussi simple que ça, de surcroît, lorsqu'il s'agit de créer les conditions d'un cluster? On y reviendra. Auparavant, encore un mot sur Laurent Davezies, qui aurait pu avoir aussi un discours assez optimiste. D'ailleurs, il m'avait adressé un texte qui doit être paru depuis, où il martèle le fait que notre pays a des atouts, et parmi ces atouts, ce savoir-faire en termes d'aménagement que d'autres pays pourraient nous envier. Mais alors, est-ce que cet optimisme est partagé par cet non-aménageur, fils d'aménageur, qu'est mon voisin de droite, Martin Hirsch, que j'aimerais entendre au titre de ses fonctions actuelles, directeur de l'agence du service public, et puis aussi de ses fonctions, de ses responsabilités au titre de haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté. Est-ce que vous qui arpentez le territoire, qui êtes en prise avec la réalité, la traduction sociale de la crise, vous partagez cet optimisme de Wels et de Davezies? Bonjour aussi. Je ne sais pas si on peut parler d'optimisme, on va partir d'un certain nombre de réalités. Donc, comme l'aménagement ne se transmet pas par hérédité, je ne suis pas aménageur. Et donc, ce sur le quoi j'ai une once de légitimité pour parler, c'est pour qui aménage-t-on ? Et quelle est la population aujourd'hui et demain matin pour lequel, comment on peut apprécier ses besoins. Je pense que la plus grande caractéristique de la plus grande partie de la population aujourd'hui, c'est de vivre sous forte contrainte. Et en fait, aujourd'hui, on vit dans une symétrie ou dans un double étage de contraintes. D'un côté, les acteurs publics vivent sous contrainte budgétaires, sous contrainte du temps interminable de la décision, etc., sur toute une série de contraintes, donc des contraintes sur lesquelles ils peuvent avoir prise, des contraintes sur lesquelles ils ont moins prise. Et une grande partie de la population vit sous des contraintes qui sont d'autant plus impressionnantes qu'une partie des décideurs ne les connaissent pas. J'imagine que ça doit être votre cas, non pas de ne pas les connaître, mais vous, monsieur le maire, de recevoir des tas de courriers. C'est un phénomène d'ailleurs très très intéressant, malgré le numérique, le courriel, etc. Le nombre de lettres qui circulent dans ce pays pour montrer qu'on ne sait pas apporter les réponses est tout à fait considérable. Moi, je m'étais amusé, si je puis dire, à compter le nombre de lettres que je recevais quand j'étais au commissaire. 20 000 par an. Donc je m'étais fait une petite règle de 3 pour savoir combien de lettres circulaient entre celles qui sont envoyées au maire, aux députés, au président de la République, au Premier ministre, etc., qui sont des lettres dans lesquelles les gens ne vous disent pas leur sympathie. Ils vous disent leur budget, recettes, dépenses. Et puis ça se termine en général, et comment vous voulez que je fasse? J'imagine que vous en avez pas mal. Et c'est assez impressionnant parce que c'est effectivement... qu'est-ce que ça montre? Alors, il y a des gens qui s'en sortent très mal, il y en a des gens qui s'en sortent mieux, mais que le nombre de personnes qui sont à la frange et dont l'ensemble des choix sont soumis à contrainte est extraordinairement élevé. D'où le débat aujourd'hui qu'on a en ce moment, par exemple, quand un député dit « tiens, il faudrait couper la moitié des allocations familiales pour les plus hauts revenus à partir de 4 500 €.
vous avez 25 personnes qui appellent RMC ou RTL, ou 25 000, les 25 qui passent à l'antenne, pour dire, oulala, mais moi, vous ne connaissez pas les contraintes que je vis et quelles seraient les conséquences là-dessus. Il faut l'avoir en tête. Avoir en tête que quand on décortique un budget, vous avez les questions de quels sont les revenus, les ressources moyennes, les revenus médians, etc. sont importantes, bien évidemment, pour l'économie, pour les statistiques. Mais ce qui compte souvent, c'est des concepts plutôt de reste à vivre, c'est-à-dire de quel budget je dispose pour ce que j'ai à choisir ou pour pouvoir faire face à l'inattendu. Et là, on tombe dans des tout petites unités, y compris pour des gens qui ne sont pas les plus précaires, mais qui sont facilement précarisables et qui peuvent être précarisables au moindre accident. C'est-à-dire que l'événement qui n'a strictement aucune conséquence sur un certain nombre d'entre nous peut avoir des conséquences totalement dramatiques. Il est l'événement le plus banal. Je rappelle, j'en fais des petits calculs, quand vous vivez avec entre 800 et 1300 euros, que vous avez 350 ou 400 euros de charges de logement, une centaine d'euros ou 120 ou 140 euros d'énergie, 100 euros d'assurance, etc. Ce qui vous reste pour vous nourrir, vous vêtir, vous déplacer, etc., est de l'ordre de moins de 5 euros par jour et par personne. Donc, le vêtement cassé, etc., racheter un jean à 9 euros, c'est 2 jours de reste à vivre par personne qu'on doit remplacer parce qu'on doit faire face à ce type de dépenses, etc., etc. Et alors, quand on regarde, du coup, un certain nombre de dépenses qui sont des dépenses qui peuvent être liées à l'aménagement, on va prendre 2-3 petites choses. Prenons la voiture. Le coût moyen de détention et usage d'une voiture aussi luxueuse qu'une Clio est de 4 000 euros par an. 4 000 euros par an. Amortissement, essence, etc. Vous ramenez à un certain nombre de revenus, vous voyez que ça devient quelque chose qui est presque plus accessible pour un certain nombre de populations qui auront éventuellement besoin de leur voiture pour pouvoir aller au travail, pour pouvoir mettre les enfants quelque part, etc., pour pouvoir vivre, quoi, à peu près. Donc ça, si on ne tient pas compte de ce type de réalité, je ne sais pas quel sera ce coût moyen dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. Mais je sais que j'imagine qu'on doit agir sur 2 leviers. C'est comment on peut se passer de dépenser 4 000 euros par mois avec une voiture dans les conditions dans lesquelles on aménage, et comment éventuellement on peut influer aussi sur ce coût. Mais si on ne s'intéresse à aucun de ces 2 leviers, le coût du logement, on s'est intéressé. Alors, vous avez parlé de Do Tank ou d'Action Tank. Moi, je suis coprésident d'un Action Tank qui s'appelle Entreprise et Pauvreté, et dont l'ambition est de répondre à un problème que rencontrent les pauvres. Les pauvres, ils sont juste 8 millions et quelques, parce que j'ai échoué à en réduire le nombre. 8 millions et quelques. Et ils sont confrontés à un phénomène assez peu connu qui s'appelle que nous appelons la double peine des pauvres. C'est quoi la double peine des pauvres? La première peine d'un pauvre, c'est d'avoir moins d'argent que les autres, ça c'est connu. La deuxième peine, c'est d'avoir accès aux services pour un tarif supérieur à la population médiane ou moyenne. Et ça, c'est en général moins connu, pour des choses aussi évidentes que le téléphone portable. Un pauvre paye 50% de plus par minute téléphonée, parce qu'il n'a pas un forfait, il a un téléphone à carte prépayée, et le coût de la minute facturée est 50% plus cher. Quand il se loge, il est sur le marché des petites surfaces, sur lequel le prix au mètre carré est plus élevé que le reste. Quand il a usage de l'énergie, et malgré les corrections insuffisantes des tarifs sociaux, il va payer plus cher le kilowattheure, etc., compte tenu d'un certain nombre de frais fixes et de toute une série de choses comme ça, etc., etc., etc. On peut continuer. Le coût global de cela, c'est 2 milliards d'euros qui pèsent sur les 8 millions de personnes les plus pauvres. Juste d'effet prix, pas de mauvais comportement, je m'achète un écran plat, plus des chaussures Nike, etc. Juste en consommant et en se comportant tout bien comme il faut, 2 milliards d'euros, comme s'il y avait une sur-TVA sur les pauvres, compte tenu d'un certain nombre de modèles économiques qui ont été calculés pendant les 30 glorieuses et continuer sur la même lancée, d'une population moyenne qui allait croître et absorber les marges de la population la plus faible. Et ça n'est pas ce qui s'est passé. Et donc ça a des conséquences gigantesques sur les modes de vie, sur les contraintes. Alors je reprends sur les questions du logement. On s'est intéressé, dans ce cadre de cet Action Tank,
à travailler sur le coût complet du logement. C'est-à-dire en disant quel est le coût complet du logement sur 50 ans. De deux points de vue, en disant quelle est la part des différents coûts. Vous avez mis l'accent sur le foncier. Quand on regarde le coût d'un logement sur 50 ans, le foncier ne représente plus que 10% du coût. Les frais financiers représentent 10%. La construction doit représenter 30 ou 40%, je ne me souviens plus exactement. Et les charges, y compris énergie, etc., vont représenter plus de la moitié du coût complet. Sur une mensualité qui ressort aux alentours ou en moyenne de 6 à 700 € par mois et pour un logement social lambda, et sur lesquels on voit que sur longue durée, c'est effectivement, ça va être le coût de l'énergie et d'un certain nombre d'autres charges qui seront les éléments les plus déterminants. Et donc, me semble-t-il, l'enjeu peut être assez différent de l'enjeu traditionnel quand on se dit juste comment je regarde le coût du foncier, comment je regarde mon coût de construction et comment je le compresse pour tenir dans une enveloppe, devient comment je sors sur durée longue d'habitation des modes d'habitation logement qui soient le plus abordable possible pour celles et ceux qui vont y habiter, tout compris. Qui peut conduire à sortir de choses individuelles, mais aussi de prendre en compte le cycle de vie, qui est une des choses qu'on ne sait pas faire, qui est de quel logement j'ai besoin entre 20 et 25 ans, etc. Et comment ça se passe pour une population vieillissante. Il se trouve que vous avez de la chance, vous les aménageurs, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont incertaines dans le monde, mais il y en a une qui est hyper certaine, c'est la démographie, à peu près. En tout cas, oh oui, à peu près. Un degré de prévision à horizon de 20 ans qui est d'assez bonne qualité. Hervé Lebras le dirait aussi, oui. On est d'accord? Oui, d'accord. À tel point que moi je l'utilise souvent comme, pardon à vous, mais comme exemple de faillite des politiques publiques, l'incapacité d'avoir fait le lien entre les évolutions démographiques prévisibles et la politique du logement. Parce que se trouver en déficit du logement, c'est quand même absurde quand on y pense, quoi. Ce n'était pas la rapidité d'un tsunami. Même les évolutions démographiques sociologiques, le divorce, on l'a vu monter, le vieillissement, on l'a vu monter, etc., etc. La décohabitation, on l'a vu monter. Et pourtant, on n'a pas été capable de le traduire en politique publique. Donc ça, vous avez un élément fort. Je termine juste par... je pourrais être intarissable, comme vous l'avez compris, mais je me taris à ce moment-là. Et j'aborde un point, vous avez évoqué, vous-même vous l'avez évoqué, et Pierre Vels l'a évoqué, qui peut être la question de l'économie sociale, etc. Moi, ce qui me frappe dans l'aménagement, c'est que souvent, une des choses qui manque le plus dans les villes faites ou dans les opérations nouvelles, c'est de se dire quels espaces sont créés pour répondre aux besoins sociaux qui peuvent être des besoins d'entreprises d'insertion, de services d'insertion. C'est pour ça, tout à l'heure, on me plaisantait sur les charity shops. Moi, quand je suis dans un quartier ou dans une ville, je me dis comment est-ce qu'on va sortir les gens de la mouise. Alors, je parle peut-être des gens qui passent par des périodes de chômage, de précarité, de RSA de base, etc., etc. On se dit le meilleur moyen de les aider, c'est qu'ils puissent bosser un peu avec une productivité une exigence de productivité plus faible que si tout allait bien pour eux, etc., etc. Et pour ça, il y a des réponses qui doivent exister, qui nécessitent des espaces, qui nécessitent des coopérations, qui nécessitent toute une série de choses. Et ces espaces existent rarement. Dans une grande ville comme Paris, il y a quelques années, on avait compté le nombre de... À l'époque, ça s'appelait le RMI, du RMiste. Sur 50 000 RMistes à Paris, il y en avait 10 000 qui étaient artistes. Alors, tous n'étaient pas des très bons artistes. Mais tous essayaient d'avoir un lien avec l'art. Et sur les 10 000, il devait y en avoir quelques centaines qui pouvaient être considérés comme des artistes par leur père, au moins quelques centaines. Quels espaces existaient pour pouvoir exposer, monter leur spectacle, etc. Zéro. Zéro de zéro. Et au même moment, on faisait le 104 Aubervilliers, qui était vide. J'utilise souvent ce paradoxe, qui était vide, qui était fait pour une certaine forme d'art, alors que la même ville de Paris, c'est intéressant la ville de Paris parce qu'elle est à la fois département et ville. Donc la même ville de Paris devait sortir des centaines de millions d'euros pour les allocataires du RMI, et en même temps ne pouvait pas avoir les espaces qui pouvaient répondre à un certain nombre de besoins d'entre eux. Et le paradoxe le plus démentiel, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez 104 Aubervilliers, qui était vide de chez vide,
Et à un moment, moi j'avais fait une étude il y a quelques années en disant, voilà, si vous voulez diminuer le nombre de RMistes à Paris, occupez-vous des artistes en particulier, etc. Il y avait une personne dans tout Paris qui s'en occupait. Non, et recréer des espaces de création, passer des commandes publiques, donner, etc. Il y a toute une série de choses, utiliser l'argent pour ça. Et on m'a rigolé au nez. Et quelques années après, on est venu chercher Emmaüs en disant, le 104 est vide, est-ce que vous pouvez ouvrir une grande boutique dedans, qui était le seul truc qui attirait. Alors maintenant, l'équipe a changé, etc. Et je crois que ça change. Mais ces lieux-là et ces espaces-là, auxquels on ne pense pas en général, qui permettent de pouvoir y situer des activités qui doivent se trouver dans les gares, les endroits, trouver des endroits où on peut, Oui. j'arrive dans une seconde, où on peut foutre dans ce Oui. pays où on ne sait pas recycler ses vêtements usagés, on n'en récupère que 100 000 tonnes sur les 600 000 tonnes. Ah. Non, c'est Alors, très clair. Je me permets, Pardon. justement pour prolonger, rassurez-vous, c'est pas pour, Non, pardon. pour vous interrompre pour le plaisir de vous interrompre. Au contraire, pour prolonger cette réflexion, avant d'entendre Jean-Yves Chapuis, c'est que moi, ce qui me frappe, c'est, on laissera bien sûr réagir la salle à cette proposition concrète, mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment l'acteur que vous êtes au titre de la direction de l'agence du service civique peut contribuer aussi à la constitution de ce type d'espace. Pourquoi laisser ça, laisser la responsabilité aux aménageurs? Quel peut être votre rôle en amont? Le rôle du service civique, il va être se mettre sur un autre registre, qui est aussi une chose qui me tient à cœur. Le service civique, en 3 secondes, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce qui permet aux jeunes de 16 et 25 ans, entre 16 et 25 ans, de pouvoir s'engager pour une cause d'intérêt général auprès d'une collectivité, si vous le souhaitez, auprès d'une association, auprès du secteur du SEM, d'un établissement public. Voilà, du secteur non lucratif, ou public, et qui concerne, cette année, va concerner 30 000 jeunes par an qui ont une petite indemnité, la protection sociale, etc., et qui qui a décuplé au cours des 3 dernières années. Moi, ce que je pense, c'est que je reviens sur les contraintes générales qui vont peser ou qui pèsent sur les pouvoirs publics. Grosso modo, l'équation est assez simple à énoncer et assez compliquée à résoudre. À énoncer, c'est il faut répondre à des besoins sociaux croissants avec moins de moyens. Donc à énoncer, c'est assez facile. Donc on ne peut plus rêver de se dire, alors les CAF sont débordés, Pôle emploi est débordé, etc., mais celui qui leur dira qu'on va créer 25 000 emplois dans ces services publics dans les 3 dernières années est un menteur. Les allocations familiales ne suffisent plus, etc. Celui qui dira qu'on va mettre des milliards d'euros là-dessus ne le dira même pas, il sait qu'il ne sera pas cru, etc., etc. Donc il faut répondre à plus de besoins avec plutôt moins de moyens, ou je dis souvent, au mieux une stabilité d'un certain nombre de moyens qu'on peut y consacrer. Je pense que l'une des manières d'y répondre, c'est d'inventer des combinaisons d'acteurs qui apportent ces réponses. Pas simplement de se dire il y a la dualité entre soit on fait des réponses par le marché, soit des réponses par le public, mais de dire qu'il doit y avoir une contribution commune des agents publics, des acteurs privés pour ce qui les concerne, des volontaires et des bénévoles. Et qu'avec ça, on a un mix qui peut être plus efficace. Et que quand on parle d'énergie, il y a une énergie qui s'appelle l'engagement, qui est une ressource qui n'est pas encore complètement exploitée au bon sens du terme. Qu'en plus, son exploitation est absolument pas polluante. Et que du coup, le service civique contribue à ça. C'est-à-dire, moi, je suis fier du service civique quand il arrive à engager des jeunes qui ont tous envie de s'engager. C'est volontaire, on en a plus que de missions qu'on a le droit de leur financer. Mais quand ils répondent à des besoins qui ne sont pas satisfaits. Quand ils aident un maire à faire en sorte que les personnes âgées isolées puissent soit profiter de l'économie numérique, soit juste avoir des livres, parce qu'ils ne peuvent plus descendre dans les bibliothèques et qu'il y a des programmes portage, comme ils se font dans certaines villes où on porte des livres. Etc., toute une série de besoins puissent être satisfaits. Que par exemple, un élu qui se dirait « j'ai besoin d'utiliser l'énergie des bénévoles aux cheveux grisonnants qui existent ». Mais c'est super compliqué d'organiser s'ils peuvent contribuer à aider à telle ou telle chose. Qu'on puisse utiliser des jeunes en service civique qui puissent être l'interface. Vous savez, le paradoxe, il y a plein d'associations qui venaient me voir en disant au début j'étais réticent sur le service civique parce que je me dis si je prends des jeunes volontaires qui vont venir à plein temps, ça va chasser mes bénévoles. Et puis l'année d'après, ils reviennent me voir en disant c'est super, ça a pu augmenter ma ressource en bénévoles.
Il y a des facteurs qui sont multiplicateurs. Parce que les bénévoles sont mieux accueillis, on peut leur dire quoi faire. Alors qu'avant, c'est toujours très emmerdant de trader des bénévoles qui viennent vous proposer leurs services. Ça prend du temps, ils sont pénibles, etc. Tandis que quand vous avez des jeunes qui sont là pour organiser cette interface, vous pouvez démultiplier les choses, etc. etc. Je vous donne cet exemple parmi 36 autres. Alors, on va s'en tenir à cet exemple parce qu'on a 2 élus et vous avez évoqué, que j'aimerais entendre bien évidemment, vous avez crûment abordé la question du revenu des habitants. Et s'il y a bien quelqu'un qui n'a de cesse de nous dire on ne peut pas fabriquer la ville sans prendre en compte non seulement les modes de vie des habitants ou des usagers de la ville, mais aussi leurs revenus, c'est bien vous, Jean-Yves Chapuis. Je ne vous présenterai pas davantage, si ce n'est pour dire que vous venez de commettre un livre, Rennes, la ville archipel, où vous déployez cette idée en rappelant que la nécessité, du coup, pour les aménageurs, les urbanismes, de s'associer davantage à des chercheurs en sciences sociales. Alors, comme le temps presse un peu, ce que j'aimerais, c'est que vous nous parliez un peu de cette ville archipel, en nous disant en quoi elle a permis à ce territoire de résister à cette crise qu'on évoquait en préambule, mais dans quelle mesure la dite crise met au défi cette ville archipel que vous décrivez longuement à travers un entretien avec le sociologue Jean Viard? Je ne sais pas si je vais parler de la ville archipel, mais je vais surtout parler de la manière, il me semble, de faire de l'aménagement aujourd'hui et qui va énormément changer, et de la manière dont les politiques, à mon avis, doivent aussi fonctionner, qui va aussi énormément changer. On est dans des discours sur la ville que les gens ne comprennent pas. La ville dense, la ville numérique, la ville durable, non l'étalement urbain, toutes ces phrases-là, les gens se disent qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, enfin, on ne comprend pas. Et en plus, on a une vision sacrificielle de la ville. Il faut faire attention à l'environnement, il faut tout préserver, il ne faut rien bouger. Enfin, que des discours que nos concitoyens ne comprennent pas. On l'a vu avec les grandes expositions de vivacité et avec TMO Région qui avait fait un extraordinaire travail pour montrer donc, tous ces termes-là. Donc des termes techniques. Et on retechnifie le débat de la ville aujourd'hui avec le développement durable, complètement. Alors moi, je pense que la ville, c'est pas ça. Et ce que Martin Hirsch a montré, c'est pas ça du tout, la ville. La ville, c'est des relations humaines qu'il faut rendre le plus humaines possible. Il faut lire Saint-Augustin, qui dit « la ville, c'est des pierres et des hommes ». Et à partir de là, on voit bien qu'il y a un changement complet qui va se faire. Le récit politique n'est pas que le récit des politiques. C'est le récit d'une vision de la ville qui doit intégrer tout ce que vous disiez. Et ensuite, à partir de ce récit politique, il y a des projets qui sortent. Alors, ce qui me frappe bien souvent, c'est qu'on a des documents très bien faits. Si vous lisez tous les Scots de France, ils sont tous formidables. Équilibre, vision sociale, cohérence, développement, enfin tout le bazar, tout y est. Et puis après, on passe au projet. Et puis entre les deux, là, il y a quand même quelque chose de fond, c'est toutes les questions que vous posez de la vie en société. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il y a une nouvelle ingénierie urbaine qui doit s'intéresser à toutes ces questions des modes de vie, des conséquences de ce que vous avez expliqué, de tout ce qui va bouger, comme dit Pierre Besse, 3/4 des emplois de demain, on ne les connaît pas aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et en ce sens-là, les sciences sociales, mais les sciences de la vie doivent participer au débat. Et quand on dit travailler ensemble, ce n'est pas uniquement mettre en commun ces connaissances-là, c'est accepter d'intervenir sur la compétence de l'autre. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Alors, voilà. Pourquoi c'est beaucoup plus difficile? Parce qu'on a tous tendance, et nous tous ici, à penser qu'on est les seuls à pouvoir bien parler de la ville. Et je pense que c'est totalement faux. Et que la deuxième chose aussi, dans un monde où on est dans l'incertitude, dans l'action et dans la connaissance, eh bien, il faut pouvoir remettre en cause énormément de choses si on veut pouvoir avancer et avoir quelques certitudes. Quand Jérémy Rifkin dit que le jour où on peut stocker l'énergie douce, mais le terme de la ville dense ne veut plus rien dire. La ville, elle est multiple, elle est partout. Et ce qui est important, c'est quoi? C'est que nos concitoyens puissent choisir l'endroit où ils ont envie d'habiter en fonction de leurs désirs et de leurs contraintes. C'est pour ça que le terme de mixité spatiale me paraît un discours idéologique qui ne veut rien dire. Si pensez au film Le 6e étage. Si vous avez dit aux bonnes espagnols qui sont en haut de ces immeubles haussmanniens qu'elles sont dans la mixité sociale avec les bourgeois au premier, mais vous aurez foutu un coup de poing dans la figure. Ce qui est important, et c'est là où la méthode rennaise, et moi je partage tout à fait ce que disait Daniel Delaveau, ce n'est pas un modèle, c'est une méthode. C'est d'abord une volonté politique. Alors vous me direz, c'est un peu prétentieux de dire que nous on a une volonté politique et 12 élus n'ont pas. On a quand même une volonté politique très forte.
Et on a un urbanisme négocié à partir de cette volonté politique et de quelque chose de très simple. La politique foncière, moi je ne comprends pas qu'on fasse de l'urbanisme sans une politique foncière et qu'on laisse des opérations privées se faire. Il y a des bonnes opérations d'aménageurs privés, mais ils ne sont pas dans la même logique. Il faut arrêter. Si on veut vraiment faire du locatif social, de l'accession sociale comme on le fait, 50% de logements aidés, eh bien, il n'y a pas d'équilibre de ces opérations, je m'excuse. Il n'y a pas non plus de déficit, c'est un mot idiot. C'est des choix politiques qui sont faits. Henri Friville a acheté 1600 hectares, Edmond Hervé 800 hectares. On a vécu donc sur une ville qui fait 5000 hectares. Et on a continué cette politique sur l'agglomération. Et quand le PLH est non seulement voté, parce que dans toutes les agglomérations il est voté, mais il est contractualisé commune par commune avec un engagement des communes de le faire. Et ce dialogue-là, il s'est fait par des quantités de réunions, plus de 300 réunions. Hier, on avait une réunion sur le SCOT, on était 160 élus à Liffré, dans le pays de Rennes, pour discuter des problèmes de distribution commerciale. Et là, on s'aperçoit que tout bouge. De la même façon que les formes urbaines entre la maison individuelle et le collectif, ça bouge, que entre la voiture et le transport en commun, ça bouge, que dans le commerce, tout ça, ça va changer, tout ça, etc. Donc, c'est prendre en compte ce que j'appelle la stratégie urbaine, en écoutant énormément donc, de gens. Et ensuite, le projet ne se fait que quand tout ce travail-là est fait. Or, très souvent, on arrive toujours au dessin de l'urbaniste ou des architectes sans avoir pris le temps de cette réflexion-là. Et en plus d'avoir un langage qui soit compréhensible. Sur l'énergie, par exemple, on a lancé, nous, un programme BBC. Mais pour les gens qui ont des revenus modestes, parce qu'on sait faire des maisons en même énergie positive, mais elles valent 350 400 000 euros. Ce n'est pas ce que j'en peux mettre. Et quand on a mis notre PLH en place, on est parti des revenus de 3 chiffres. Un tiers des ménages moins de 1 700 euros, 2 tiers moins de 3 000 et un tiers au-delà de 3 000. Et on a fait comprendre à tout le monde que le programme du PLH, c'est un programme économique. C'est-à-dire que les entreprises ne viendront que si les gens peuvent se loger. Et que partant de ces revenus-là, eh ben, on s'apercevait qu'il fallait faire des logements aidés. Et si on fait de l'aménagement public, c'est parce que le marché exclut. Donc ce sont ces questions-là. De la même façon, et là Daniel Delaveau a été l'un des précurseurs sur les transports en commun. Qu'est-ce qu'on dit dans la ville archipel? Parce que la ville archipel, c'est pas chacun est dans son coin, non, et puis il y a l'espèce de nature entre les deux. C'est pas ça du tout. La ville archipel, son corollaire, c'est la ville des proximités, c'est l'intensité urbaine dans les communes, c'est que chacun prenne ses responsabilités, qu'on ait les services de la vie quotidienne, donc au niveau privé et public, proche de chez soi, pour répondre à ces questions de voiture, parce que c'est ça, c'est une question concrète, et là c'est un débat très difficile souvent, et qu'on puisse accéder aux grands équipements le plus possible par les transports en commun. Nous, on a 8 lignes de transport en commun lourds. Une ligne de Val, une deuxième qui se construit, un axe sur les quais, et 5 lignes de chemin de fer. Vous oubliez quelque chose qui me paraît très important, c'est cette ville archipel, c'est aussi une manière de prendre acte que les territoires dans lesquels on déploie son mode de vie est à la fois urbain, périurbain et rural, et il faut l'assumer. Il est multiple, la ville est multiple. Encore une fois, c'est laisser à chacun le choix de choisir en fonction de ses désirs et de ses contraintes, et de ne pas avoir qu'une seule vision de la ville. Et l'autre chose donc, qui est très importante, c'est que donc, la ville archipel, c'est un concept qui évolue continuellement. Et on le verra dans les visites sur Via Silva ou sur Villaine-à-Val. Eh bien, on intègre aujourd'hui ce que j'appelle la ceinture verte dans la conception urbaine. Et on part du socle. Ce que le développement durable a apporté, c'est quoi? C'est de dire il ne faut pas oublier qu'il y a un socle, que la nature, et que tout ce que l'homme crée, la culture, ne doit pas se dissocier de la nature. Mais il faut continuer, au contraire, à faire des progrès et à inventer des choses. Et puis sur la métropole, moi je pense qu'il y a une grande métropole, alors comment on peut appeler ça? C'est Dinard, Saint-Malo, Rennes, Notre-Dame-des-Landes, Nantes, Saint-Nazaire, Vannes. Et de la même façon qu'on nomme un préfet quand il y a une agglomération qui ne marche pas très bien, Laurent Théry à Marseille, pourquoi on nommerait pas dans la décentralisation que l'État se réorganise lui aussi et nomme un préfet pour cette grande structuration-là, qui serait beaucoup plus facile pour le maire président de la métropole et le maire de Nantes président, pour pouvoir travailler ensemble. Là, on a 2 préfets de région qui sont très sympathiques, mais ils sont coupés en 2 par les 2 aires urbaines qui se rejoignent. Donc, il faut aussi que l'État s'organise d'une façon aussi, plus, je dirais, en mission, pas uniquement dans les métropoles qui ne marchent pas, mais dans celles qui marchent. Donc je pense qu'il y a plein de choses qui sont à inventer, mais accepter d'inventer, c'est accepter d'écouter les autres, et c'est à la fois être très orgueilleux, parce que quand on fait de l'action publique, on est orgueilleux, on croit à ce qu'on fait, mais être humble.
pas modeste. Une fois, il y a... Écoutez-moi, je finis du coup. là-dessus parce que c'est intéressant. J'ai une question Il y a une après. fois, il y a Ouest France qui interrogeait Le Drian en lui disant il y a beaucoup d'élus de Bretons qui sont ministres ou qui sont responsables. Il prenait l'exemple, il disait mais regardez Edmond Hervé, un ancien maire de Rennes, il était modeste. Mais je lui dis Edmond Hervé n'est pas modeste, tout sauf un type modeste. C'est un type très orgueilleux, il est humble. Et l'humilité, c'est une valeur aristocratique et démocratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut venir vous parler. Et ça veut dire que l'homme politique humble, c'est celui qui écoute et on sait qu'on peut venir lui parler. Jean-Yves si Chappuis, écoutez-moi, j'ai une question. Si on n'aime pas son prochain, il ne faut pas faire politique. Non, déplaise à Daniel Delaveau, on va quitter momentanément Rennes, mais on y reviendra pour vous entendre. Mais on va poursuivre avec vous, Jean-Yves Chappuis. Vous voyez, je vous interromps, mais pour vous redonner la parole, parce que vous êtes aussi consultant et vous arpentez le territoire de l'Hexagone pour faire profiter de votre expérience rennaise. On a bien compris qu'il n'y a pas de modèle, mais une méthode. Alors, aux aménageurs qui sont aux quatre coins de la France, qu'est-ce que vous diriez justement pour traduire ça dans leurs territoires respectifs? Et ensuite, on fera un détour par Saclay. Oh, je n'apporte pas mon expérience. Je dis simplement la prise en compte de ce que j'expliquais sur les modes de vie. Je prendrai une opération sur laquelle je travaille sur Lyon, sur la Pardieu. Ce que je trouve assez extraordinaire dans la mission Pardieu, c'est que finalement, on a fait un énorme travail de stratégie urbaine avant d'arriver au projet. On a défini quelque chose de très simple, un sol facile, un socle actif, pour que ce quartier, qui a tout, parce que ce qui est extraordinaire, là aussi, il faut l'humilité de l'aménageur et des urbanistes, c'est que si on regarde la Pardieu, il y a tout. Il y a des équipements culturels, il y a du logement, il y a des transports, on peut accéder à pied, en voiture, en tramway, en métro, en bus. Il y a une gare submergée, mais il y a une gare, il y a des bureaux, il y a tout ça. Et ça ne fonctionne pas bien. Et donc tout le travail, c'est de dire comment est-ce que je crée véritablement un sol qui soit facile, un socle actif, c'est-à-dire que les immeubles, donc droit d'ingérence auprès des promoteurs et des aménageurs, c'est-à-dire une vision véritablement de ce territoire qui en fait un hub métropolitain, une équipe dédiée à cela, un travail de transversalité avec tous les autres services, et donc accepter de dépenser un certain nombre d'argent d'études pour arriver après à un projet qui devra muter, il devra prendre, et ça me permet de parler de François Hacher, l'aléatoire. Parce que la difficulté des aménageurs aujourd'hui, par rapport à cette incertitude dans laquelle on vit, dans l'action et dans la connaissance, et dans les modes de vie qui évoluent très vite, c'est comment est-ce que je prends en compte l'aléatoire et comment je permets à ce que je vais faire doit pouvoir bouger. Et c'est ça la difficulté. Et c'est pour ça que je pense que le métier va beaucoup changer, que la fonction politique va changer, que les institutions ne vont plus être uniquement les dépositaires des réflexions et des actions, que nos concitoyens vont s'organiser d'une façon beaucoup plus forte avec le numérique et toutes ces nouvelles technologies, donc que le pouvoir sera plus horizontal. Et ça va obliger donc ceux qui sont dans les responsabilités publiques à renvoyer des questions à des citoyens et à pas des habitants. J'ai horreur de discuter avec des habitants. Il faut discuter avec des citoyens et poser des questions. C'est ça aussi la méthode rennaise. C'est qu'on posait les questions en disant on fait du logement social. Pourquoi? Parce que personne ne vous demande dans une région publique du logement social. On vous demande toujours deux choses, le patrimoine et les espaces verts. Et pas trop d'étrangers, des gens comme nous. Donc la ville, c'est l'altérité. Comment est-ce qu'il faut poser ces questions aux citoyens et leur dire vous devez à partir de là que l'on travaille ensemble. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on renverse les choses, ce qui oblige aux politiques d'avoir une volonté, des projets, des visions, parce qu'on ne discute bien avec quelqu'un que si on a des choses à Jean-Yves dire. Chapuis, vous êtes clair et convaincant, voilà, donc je vous interromps ici pour poser une question justement, mais à l'endroit de Pierre Vels. Alors, Martin Hirsch, préalablement, j'ai insisté lourdement, j'en conviens, sur la filiation, mais c'était une manière aussi implicite, indirecte, d'inviter le public à lire La lettre perdue, où vous évoquez cette filiation, un livre magnifique. Et pour un deuxième motif, c'est que Bernard Hirsch, cet aménageur, Pierre Vels l'a bien connu et il s'est plongé, vous vous êtes plongé dans le récit de l'aménagement de la ville de Cergy-Pontoise, il y a de ça donc quelques années. Et si je vous invite à en dire un mot, c'est pour mieux souligner le fait que aménager dans les années 60-70 n'avait rien à voir avec les conditions de l'aménagement actuel auxquelles vous êtes confronté au titre de vos fonctions de président de l'EPPS.
En quoi c'est plus complexe dans le cadre du projet de Saclay, Pierre Vels? Facile de faire devant une salle comme ça un petit exercice de qu'est-ce que c'est que d'apprendre un métier. Je suis novice et débutant moi dans le métier de l'aménagement, parce que j'ai jamais fait vraiment d'aménagement opérationnel jusqu'à une date récente. Comment dire, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir Bernard Hirsch comme patron, et j'ai relu ce week-end le livre qu'il avait écrit sur son expérience à Cergy. Il s'appelle L'invention d'une ville nouvelle. C'est un témoignage extrêmement intéressant. En plus, c'est très bien écrit. J'avais l'impression de lire un rapport sur la planète Mars quand même. Hein. C'est-à-dire, le changement est extraordinaire. Je disais à Martin au café tout à l'heure, on est passé de la toute-puissance de l'État à l'impuissance de l'État. Bon, c'est un peu excessif. Et je ne vais pas entonner ce lamento de l'urbaniste qui, aujourd'hui, c'est vrai, on se débat dans un maquis de règles, de procédures, etc., qui rend quand même la réalisation d'un projet, en particulier quand c'est un grand projet comme celui de Saclay, avec une grande ambition, beaucoup d'argent, des petites communes, un exercice, on va dire, assez difficile. Mais je n'ai pas envie de trop développer ça. J'ai plutôt envie d'enchaîner peut-être un peu sur ce qui vient d'être dit, à savoir le fait que c'est vrai, une des choses que je vis beaucoup au quotidien, c'est pas seulement ces épouvantables coûts de transaction qu'on a dès qu'on veut faire un truc, parce que on a tellement empilé les procédures et règlements que ça devient quasiment impossible. On se demande si on va finir par y arriver. Mais c'est aussi autre chose, et c'est ce que disait Jean-Yves à l'instant qui me fait penser. C'est vrai qu'on a l'impression de parler un peu une langue étrangère par rapport à ce que vivent les gens dans qu'on rencontre dans le RER ou ailleurs, ou même d'ailleurs dans la vie en ville, etc. On est, chaque monde professionnel secrète un peu ses lubies, hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est nécessaire d'avoir des guides d'action, mais c'est vrai qu'un certain nombre de thématiques aujourd'hui me paraissent quand même au minimum à réinterroger, hein. Par exemple, on nous a beaucoup expliqué que l'étalement urbain était une catastrophe. L'étalement urbain, moi, je n'ai pas le temps, mais je pourrais vous expliquer pourquoi, à mon sens, l'étalement urbain, c'est un très grand problème. Ce n'est pas un problème écologique. Parce qu'en réalité, la consommation d'énergie la plus importante, ce n'est pas les malheureux banlieusards qui sont obligés d'avoir deux bagnoles, parce qu'il faut qu'ils amènent les enfants à l'école. C'est les femmes, d'ailleurs, surtout, hein. Je cite juste Jean-Yves Chapuis. Le périurbain n'est plus un rejet de la ville, il est une autre manière de faire la ville. Oui, alors on nous a beaucoup expliqué que c'était écologiquement, c'est terrible, ces gens de grande banlieue qui dépensent 4 fois plus, qui émettent 4 fois plus de CO2 que les gens de Paris-Centre, sauf que c'est complètement faux. Parce que les gens de Paris-Centre, ils font du vélo dans la journée, mais après ils partent en avion, en croisière, etc. Et donc, en gros, l'émission d'énergie, la consommation d'énergie et l'émission de CO2, aujourd'hui, elle est proportionnelle au revenu. Donc ça n'a rien à voir avec le lieu où on se trouve. En revanche, l'étalement urbain est un problème social, parce que, comme ça a été dit, les gens ont été chassés par la centrifugeuse foncière de plus en plus loin, dans ces petits lotissements qui se sont ouverts dans les communes. Alors je sais que c'est beaucoup mieux maîtrisé à Rennes qu'en région Île-de-France. En région Île-de-France, ça n'a pas été du tout maîtrisé. Et dans le contexte d'augmentation du coût de l'énergie qui est inévitable, il va y avoir une vraie précarité. C'est-à-dire que, je sais pas, les gens déjà aujourd'hui ils sont à la limite, mais là on ne sait pas comment ils vont faire. Et donc ils vont être obligés de revenir d'une certaine façon. Donc là, voilà un exemple. Alors, si j'ai 3 minutes encore ? 1 minute et demie. Non, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui me tient à cœur, que je voulais dire. C'est une des choses qui me pose problème aussi, c'est qu'on a, comment dirais-je, sacralisé le principe territorial. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Au fond, il y a une distinction qu'on fait volontiers à l'étranger, qu'on ne fait jamais en France. La question, c'est est-ce qu'on veut la prospérité, le bien-être, le confort de vie, le sens pour les gens ou pour les territoires ? Qu'est-ce que c'est les territoires ? C'est quand même fondamentalement une abstraction, un territoire. Et quand je dis qu'on a hypertrophié cette notion de territoire, c'est évidemment parce que c'est aussi un peu la maladie professionnelle, ou la déformation professionnelle, je retire le mot maladie, la déformation professionnelle de notre monde, qui est au fond le monde partagé entre les élus et les techniciens que nous sommes. Nous partageons ce monde. Et on partage ce monde qui, évidemment, sacralise le principe territorial, parce que l'élu, il est élu sur un territoire, etc. Et moi, ce qui me pose vraiment problème, c'est que
non seulement on sacralise un peu trop le territoire, mais c'est que c'est le territoire des habitants. C'est le territoire. Alors, vous connaissez tous la formule de Jean Viard, qui est la démocratie du sommeil, c'est-à-dire c'est la démocratie pour ceux qui dorment à un endroit donné, élisent leur maire à un endroit donné, etc. Quid de la démocratie, quid du territoire des usagers. Moi, à Saclay, c'est extraordinaire. On a une population très NIMBY, bon, parce qu'ils sont riches et qu'ils n'ont pas envie d'être perturbés, c'est normal, ils sont vieillissants en plus. On va faire sur le plateau, on va amener des jeunes. Un problème. Mais qui porte la parole des jeunes? Qui porte la parole des jeunes? Même les salariés. Hein. On a eu un débat surréaliste sur le métro parce que on a compris que les gens étaient contre le métro de Saclay. En réalité, tous les salariés qui galèrent pour venir sur le plateau de Saclay sont massivement pour, sauf que les réunions. Alors, je dirais que la démocratie participative a fortement renforcé cet aspect de focalisation sur la démocratie réduite aux habitants. Alors, quid des usagers, quid des voisins? Moi, une question que je me pose, on a en face du plateau de Saclay, juste en face, et là je dois confesser qu'on n'y a pas vraiment travaillé, on a en face une ZUP. Alors, la station d'Orséville, station de RER d'Orséville, sur laquelle nous sommes, c'est un joli point de rencontre entre les étudiants qui vont d'un côté et les petits gars de la ZUP qui montent de l'autre côté. Ça ne se rencontre jamais. Hein. Et on pourrait, je pense, aussi travailler. Donc, la démocratie des voisins, la démocratie des invités et des passants. Et je termine par un truc, c'est que je trouve incroyable qu'en France, on est encore, enfin qu'on n'ait pas, j'en connais les raisons, hein, mais qu'on n'ait pas pu avoir le droit de vote des étrangers. Enfin, le droit de vote des étrangers aux élections locales me paraîtrait, enfin, je trouve que c'est un déni de démocratie absolu. C'est assez impressionnant. Le plateau de Saclay n'a rien à voir avec le territoire rennais dont nous a parlé Jean-Yves Chapuis, et en même temps, le diagnostic est le même, les questions sont les mêmes. Nous sommes malheureusement très pressés par le temps. Je sais que Martin Hirsch souhaitait réagir. Un peu de patience. Ce que je vous propose, c'est d'entendre Daniel Delaveau, qui a le privilège de pouvoir peut-être réagir à ce qu'il a entendu, pour peut-être aussi questionner, alors ce qui n'est pas le modèle rennais, mais tous les ouvrages que j'ai cités évoquent Rennes, l'agglomération rennaise, l'expérience rennaise, mais dans le contexte de crise, quels sont les défis que vous devez relever de votre point de vue, et ensuite on prendra, alors dans le petit quart d'heure qui nous reste, j'en suis désolé, nous avons commencé très tard, nous ne pouvons pas finir trop tard parce qu'il y a des visites organisées, donc on va procéder comme suit. Daniel Delaveau, oui, Martin Hirsch. Je vais essayer d'être rapide, j'ai beaucoup écouté avec passion et beaucoup d'intérêt. Je bois du petit lait quand j'écoute, comme d'habitude, Pierre Vels, et notamment les derniers propos qui viennent d'être tenus. Et je réagissais, quelques remarques. D'abord, j'ai tiqué intérieurement, ça ne s'est pas vu, quand vous avez fait la présentation de la table ronde, en disant il n'y a pas que des aménageurs. Martin Hirsch a fait la très belle démonstration à travers ses propos qu'il était parfaitement et totalement aménageur. Parce que l'aménagement, alors il y a des métiers de l'aménagement, technique, etc. Mais l'aménagement, c'est d'abord comment on fait vivre les gens ensemble. Et donc, comment on aménage la vie des gens. Et comment, et ça c'est un sujet que vous avez les uns les autres évoqué aussi, on préserve des espaces ou des degrés de liberté dans les politiques que l'on conduit pour faire face aux réponses à ce qui n'est pas prévu et ce que les gens créent. C'est une question aussi de la place de l'innovation. On parle beaucoup de l'innovation uniquement dans le domaine, on pense aux technologies, etc., etc., mais l'innovation sociale, de ce point de vue-là, et dans la construction de la ville, elle est essentielle. On évoquait en aparté tout à l'heure, au moment du café aussi, avec Martin Hirsch, des expériences avec Patrick Bouchain, ici, nous avons mené et nous continuons à mener des expériences sur une certaine démarche. Je pourrais être très long, là aussi, sur ce sujet, mais ça nous concerne et ça vous concerne tous. Deuxième réflexion, petite note très rapide, au risque d'être caricatural. Je partage évidemment tout ce qui a été dit, je l'ai dit en un mot
extrêmement court tout à l'heure. Je n'aime pas parler de crise parce que je pense effectivement qu'on est plus dans une période de mutation. On avait eu ce débat ici, y compris avec Jérémy Rifkin, dans cette salle même d'ailleurs, et ensuite avec un certain nombre d'autres responsables. On est dans une période de mutation quand les strates, les crises ne sont que les traductions à un moment donné, que les frottements entre les différents substrats provoquent des crises, mais c'est des mouvements en profondeur de la société. Et de ce point de vue-là, ça renforce une certaine, je ne sais pas s'il faut parler d'optimisme, mais une certaine vision des capacités et du potentiel à réagir et à faire évoluer. Et je considère presque, mais c'est peut-être mon vieux fond judéo-chrétien aussi, que ces périodes de difficultés et de contraintes plus fortes sont sans doute aussi les plus stimulantes et les plus créatives. D'ailleurs, moi j'ai toujours, avec un petit peu d'expérience, de 30 ans d'expérience d'élu local, les projets d'architecture, plus ils sont contraints, généralement, plus au bout du compte, in fine, ils sont de qualité. À partir du moment où, enfin, ça dépend à quel de contrainte, mais je trouve ça donc tout à fait stimulant. Le troisième point, troisième remarque très rapide que je voudrais dire, mais vous l'avez évoqué alors que le propos des uns des autres m'y avait conduit. Moi, au risque d'être politiquement un peu incorrect, l'égalité des territoires, et qu'il y ait un ministère de l'égalité des territoires, ça me pose question. Je dis ça de manière diplomatique, parce que je soutiens profondément. Mais c'est la traduction un peu de ce que vous avez rapidement mais brillamment dit, cher Pierre Vels. C'est pas... parce que derrière cela, on voit bien le débat qui revient tout de suite et immédiatement, et je le vois dans les associations d'élus, en tant que président d'associations d'élus et des intercos, c'est le débat complètement dépassé, archaïque et réactionnaire, au fond, au sens profond du terme, ville, campagne, etc. Ce n'est pas du tout comme ça, c'est la vie des gens. Et à partir de la vie des gens. Et aujourd'hui, quand on dit on est tous urbains, je m'excuse d'enfoncer les portes ouvertes que vous connaissez tous ici, on est tous urbains parce que les modes de vie, les comportements sociaux sont tous urbains. À quelque endroit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des différences dans les territoires et qu'il ne faut pas les prendre, et qu'effectivement, le plateau de Saclay, ce n'est pas l'agglomération rennaise, ce n'est pas les Alpes ou Nice ou Marseille. Donc ça, c'est une remarque que je veux faire qui me semble importante parce que je crois c'est un vrai sujet politique, c'est un vrai sujet social des services politiques. Alors, dernière remarque que je voudrais faire, vous y reviendrez d'une façon ou d'une autre dans vos échanges et vos débats. Je voudrais revenir quand même dire un mot sur la future loi de décentralisation. Je dis future. Il y a aujourd'hui un projet, il passera en Conseil des ministres en avril, il sera, j'allais dire détricoté, ou modifié, c'est normal, c'est le rôle du Parlement par le Sénat et l'Assemblée nationale, je ne sais pas ce qu'il en sortira. On peut, je disais sous forme de boutade tout à l'heure, là aussi c'est très politiquement incorrect, ce que je vais dire, mais je serai capable de défoncer ce projet de loi que j'ai lu, relu, auquel j'ai participé comme de l'encenser. Mais je pense, qu'est-ce qu'on retiendra du texte s'il est... il y a quand même une chose, il y a 4 remarques. Un, il quand même met en exergue pour clairement et fortement la notion, le fait urbain et les métropoles. Je pourrais y revenir. 2, il conforte, il est dans son esprit, il conforte la place et le rôle des régions. Je considère que c'est fondamental. Les régions, le fait urbain et les intercommunalités, parce que je suis président des communautés de France, je m'en fous de la boutique, mais parce que je considère que l'espace de vie des gens, c'est celui-là, dans toutes les dimensions, il y aurait beaucoup de choses à dire, etc. Et une petite mesure anecdotique, mais j'ai vu les débats que ça provoquait. Aller au congrès des maires, c'est, j'allais dire, effrayant. Mais quand on parlait il y a quelques années de PLU intercommunal, ce n'est pas une
une mesure purement technocratique, etc. Si elle est appliquée pour tous, c'est une mesure qui demandera, je ne sais pas, peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans pour porter ses fruits, mais qui est tout à fait fondamentale. Je vais faire une troisième remarque encore iconoclaste, enfin, sur ce plan-là, sur les métropoles et sur le fait urbain. Moi, je considère, et je ne souscris pas aux réactions qu'il peut y avoir ici ou là sur Paris-Lyon-Marseille. Enfin, ce qu'il y a dans le texte de... Moi, je considère qu'il faut, et j'ai plaidé pour des métropoles régionales, et Rennes et d'autres, et affirmer le fait urbain. Je considère que c'est aussi un enjeu national que l'on structure Paris. Alors après, on peut discuter sur comment on fait, etc. etc. Lyon et Marseille, c'est tout à fait fondamental. Et quand j'entends, y compris des fois dire, mais nous autres provinciaux, enfin, moi je ne suis pas un provincial, je suis à Rennes, mais ça nous concerne aussi parce que ce sont des enjeux que la région parisienne, etc. Et puis la dernière chose sur cette loi qui parfois dit mais c'est l'auberge espagnole, etc. C'est la mise en place, c'est la démarche là aussi. C'est la mise en place des conférences territoriales de l'action publique. C'est-à-dire la capacité, et la première fois que l'État reconnaît, si le texte va au bout, la capacité aux acteurs de terrain à l'échelle régionale de se dire, effectivement, en Bretagne ou en Île-de-France ou dans le Limousin, les réponses ne sont pas forcément les mêmes et on se met autour de table et on cherche qui fait quoi et comment on se répartit entre les compétences, etc. Je trouve que c'est une démarche qui est innovante, ce n'est pas assez mis en exergue, j'espère que ça perdurera. C'est vrai que ça peut produire du consensus mou, ça peut produire de l'immobilisme, mais ça peut produire aussi du dynamisme. Et personnellement, je préfère croire, et ça dépendra aussi de ce que les élus eux-mêmes, qui sont au pied du mur, en feront eux-mêmes. Alors, je sais que Pierre pourrait témoigner là-dessus, mais bon, faute de temps, peut-être Martin Hirsch qui voulait réagir, mais depuis, il a peut-être une succession de réactions. Non, ça va être 2 points. Parfait. Mais, le plus court possible, mais d'abord, je suis passionné par ce que j'entends, par les 3 interventions, j'imagine que vous aussi. Je voulais rebondir sur le rôle entre l'aménagement et les rencontres avec ce que vous avez dit sur le quai du RER d'Orsay, etc. On vit dans un monde fabuleusement et atrocement cloisonné, que ce soit la vie ou que ce soit l'espace. Donc on ne peut rencontrer que des gens qui sont pareils, qui ont la même origine sociale, le même truc, le même goût, les mêmes aspirations. Et je pense qu'il y a dans l'aménagement l'idée de pouvoir permettre la rencontre. Là aussi, j'enfonce une porte ouverte. Mais en vous entendant et en entendant ce qui était dit sur les perspectives du numérique, j'allais dire que dans le rôle de l'aménagement, il y a aussi la reconquête sur le net. C'est-à-dire que si vous arrivez à faire en sorte que vous puissiez aménager le temps de rencontre et des rencontres aléatoires de telle sorte qu'on ne les fasse plus simplement virtuellement par Facebook, Internet, etc., mais qu'on puisse les faire en ayant plaisir de croiser des gens qu'on ne s'attendait pas à croiser, soit parce qu'on les connaît et on les retrouve par hasard, soit parce qu'on ne les connaît pas et on peut faire comme ça. Et il n'y a pas 36 solutions pour faire que des gens aient plaisir à se rencontrer. Il faut construire des projets communs. On se rencontre quand on se retrouve. Vous avez rappelé mon passé d'Emmaüs. À Emmaüs, c'était des types qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres par leur origine sociale, etc. et qui trouvaient plaisir à se retrouver parce qu'il fallait se retrousser les manches parce qu'il y avait un problème, etc. Donc ça, recréer du projet, je pense que ça devient un élément clé de l'aménageur. Sans mur, sans truc, il n'y a pas besoin de mur pour ça, mais il y a besoin de quelque chose où il y a besoin d'espaces qui peuvent être effectivement un espace où c'est l'année 1 tel type de projet, l'année 2 telle autre chose, etc., etc. Et la deuxième chose que je voulais dire, vous ne défendez pas vos boutiques, mais moi je défends la mienne, et donc 14 secondes de pub sur le service civique par rapport à ce que vous avez dit entre habitants et citoyens. On a maintenant un peu de recul sur les services civiques. Il y a 40 000 jeunes qui l'ont fait au moins. Et on s'est posé la question de savoir ce qu'il en reste 6 mois après. Donc d'abord, ils sont contents de l'avoir fait, tant mieux. Ensuite, il y a des résultats en matière d'insertion professionnelle qui sont plutôt aussi bons que les contrats aidés pour rester à ce point-là. Et la troisième chose, on leur pose 2 questions. Et ça, j'adore. Première question, c'est pour vous, les autres, c'est une menace ou une opportunité ? Et donc, on compare avec une population de jeunes qui ne fait pas son service civique. Et hop, l'aiguille bascule. C'est-à-dire ceux qui ont fait leur service civique
J'ai rien N'y fait de voyez mal. pas une tentative de Pour vous interrompre, mais Vous êtes une menace. Voilà, exactement ça. Voilà. Typiquement. Eh bien, si vous aviez fait votre service civique, ça deviendrait une opportunité. C'est fabuleux. Et il y a une deuxième question par rapport à les gens qui ne veulent pas qu'on les embête dans leur truc. On leur dit, on pose une question et le résultat est archi spectaculaire. Est-ce que vous avez l'impression qu'on n'est plus chez soi? Et là aussi, entre les jeunes hors service civique, mon échantillon placebo, et mon échantillon service civique, j'ai une différence absolument colossale. Et donc ça me reconvertit à l'optimisme. C'est-à-dire que, bon, puis il y a d'autres manières de faire ça, le service civique n'a pas le monopole de cette capacité de transformation, de révélation. Mais du coup, là aussi, je trouve que dans le rôle ou dans la question de comment est-ce qu'on aménage la vie, finalement, ces éléments-là, et du coup, comment on met les espaces qui sont propices à pouvoir permettre ces actions-là, me paraissent fondamentales. la personne qui vient de se rapprocher est Marie-Claude, que je remercie d'ailleurs au passage, et elle vient pour me dire que c'est terminé, hein, c'est l'heure. On n'a même pas le temps de prendre... Alors, juste le temps de remercier... Oh, désolé, on a commencé avec un gros retard. Hein. Non, malheureusement, Pierre. Mais justement, oui. Ah si, on peut. Oui. Vous voulez entendre Pierre? Allez, 2 secondes alors. 2 secondes je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sur le web et le monde réel. Tout à l'heure, j'ai parlé du numérique parce que je crois que c'est un vrai changement. Ce n'est pas seulement les réseaux sociaux et tout ça, c'est beaucoup plus général que ça, et ça horizontalise la société. Mais ce qui est très frappant, c'est que les études qui ont été faites là-dessus montrent que l'Internet, c'est des archipels, c'est-à-dire on communique avec ses semblables sur l'Internet. On élargit considérablement le cercle de ses semblables, et notamment sur le plan géographique, mais ça reste des semblables. Et donc, s'il n'y en a pas d'autres dispositifs pour se croiser, parce que c'est ça le sujet numéro 1, c'est qu'on a des feuilletages aujourd'hui dans la société et que ces feuilletages ne se rencontrent plus, quoi. Voilà, c'est ça. Et là, les lieux physiques sont très importants. Et il faut fabriquer des lieux éphémères. Nous, on est en train de monter des lieux pour les étudiants qu'on ne va pas aménager pour qu'ils puissent se les approprier. Voilà, ça, c'est très important. Merci, messieurs, d'avoir mis... le printemps dans nos têtes. Je ne m'attendais pas à autant d'optimisme, en tout cas méthodologique. Merci à vous. Désolé, mais c'est le principe des entretiens que de permettre aussi de poursuivre l'échange de manière informelle. Et donc là, comment? Eh bien, Marie-Claude, vous allez nous le dire. Je vous invite à prendre vos manteaux et regagner la sortie. Vous avez des responsables des parcours urbains qui vous attendent dehors et vous avez sur votre ticket, votre badge, le numéro de votre parcours auquel vous êtes inscrit. Donc je vous invite à rejoindre le panneau qui correspond au numéro qui est sur votre badge. Bonne journée et on vous retrouve donc à 16h pour les ateliers.